Messieurs, dames, bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette conférence en ligne du Musée des Augustins Avec Marthe. et Isabelle, les conférencières du musée. Et on sera ensemble pendant 30 minutes pour vous parler de Clémence Isor. Absolument. On va vous parler d'une figure féminine très célèbre. Beaucoup de gens semblent la connaître sans la connaître vraiment. C'est pourquoi nous revenons sur elle aujourd'hui. Elle prend place au Musée des Augustins au sein d'un ensemble à son effigie et elle a longtemps été en réserve et c'est vrai que là on a beaucoup de plaisir justement à parler d'elle parce qu'elle occupe une belle place aujourd'hui au musée. Tout à fait. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter un aperçu de la sculpture française du 19e siècle parce que bien que Clémence Isor soit un personnage du Moyen-Âge, elle est très représentée au 19e siècle. Et on va pouvoir parler ensemble des mouvements comme le troubadour, le romantisme. Voilà, on est dans cette atmosphère-là et on va pouvoir vous présenter des sculptures qui se trouvent au musée. Absolument. Alors c'est vrai que elle est réelle ou elle est légendaire. En fait, son histoire fascine et il est important de dire que on parle d'elle parce qu'il existe en fait un concours qu'on appelle le concours des jeux floraux. Sans lui, en fait, on ne se souviendrait pas d'elle. Alors, Exactement. qu'est-ce que c'est que ce concours? Oui, ben voilà, on va dire deux mots sur ce fameux concours des jeux floraux. En fait, ils ont été institués au XIVe siècle à Toulouse, à l'initiative de 7 troubadours qui souhaitaient organiser un concours de poésie et ils voulaient récompenser les meilleurs poètes en leur décernant des trophées de fleurs en métal. Mais ce qui est très important aussi de vous dire, c'est que les poésies étaient réalisées en langue d'oc. Et à cette époque, Toulouse est rattachée à la France, Toulouse qui a longtemps été un comté indépendant. Et en fait, en étant rattachée à la France, elle perd un petit peu de son identité. Donc, organiser un concours de poésie avec la langue régionale, c'était une manière aussi d'exister encore malgré cette période de l'histoire. Et en fait, la première fois que ce concours a lieu, c'est le 3 mai 1324. Donc, il existe bien depuis le XIVe siècle. Et c'est un concours qui a pris de l'importance, qui s'est institutionnalisé parce qu'il deviendra par la suite une académie. Mais on ne parle de Clémence Isor qu'au XVe siècle. Il faut attendre un petit peu pour que on puisse parler de ce personnage toulousain qui est associé à ce concours. Tout à fait. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. On va commencer à regarder donc quelques visuels concernant Clémence. Dont le premier n'est pas au musée des Augustins, c'est vrai. important, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre surtout les jeux floraux. Qu'est-ce que c'est les jeux floraux? Absolument. Alors pour ça, on part au Capitole. Alors, vous avez donc devant vous une grande fresque qui s'intitule Première séance solennelle des Jeux floraux. On est en 1912 et c'est Jean-Paul Laurens qui a représenté donc cette grande fresque. Alors, ce peintre-là est réputé pour des scènes historiques. C'est un peintre qui est très présent au musée des Augustins, mais il est également au Capitole de Toulouse, c'est-à-dire la mairie de Toulouse. En fait, dans ce tableau, nous sommes au XIVe siècle et nous sommes après l'époque des croisades contre les Albigeois qui avaient mis à feu et à sang le midi donc de la France. Et la ville de Toulouse retrouve alors son antique prospérité, sa joie de vivre. Il y a en fait un concours organisé pour justement les poètes et c'est vrai que le nom de jeux floraux est en l'honneur de la déesse Flore à l'époque de la Rome antique. Ici, dans ce tableau, et sur la gauche, en rouge, vous avez Arnaud Vidal de Castelnaudary, le premier poète lauréat de ce concours. C'est un homme qui a gagné la Violette d'Or et il est l'auteur d'un poème dédié à la Vierge Marie. Regardez, donc en contrebas sont assis les 7 troubadours qui écoutent ces vers. Et puis, vous avez derrière les troubadours et devant également toute une foule dense, une foule attentive. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin des Augustines. C'est un jardin que l'on situerait aujourd'hui à peu près du côté de l'église Saint-Aubin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez sur la gauche un mur d'enceinte, qui est le mur du XIVe siècle, et tout à fait au fond, vous avez le clocher de Saint-Sernin. L'ensemble, en fait, est un montage, parce que ça n'est pas du tout la topographie réelle, mais c'est plutôt un regroupement qui permet au mieux de reconnaître la ville de Toulouse. Alors,
On va vous montrer à présent la première représentation de notre Clémence Isor de la conférence, mais ce n'est pas du tout la plus ancienne. Mais là, vous avez une très belle statuette en bronze réalisée par Léo Laporte-Blerzy en 1903. Et donc là, vous avez cette Clémence Isor dont on vous parle depuis le début. Donc, vous l'avez compris, c'est un personnage médiéval semi-légendaire. On a toujours du mal à savoir si elle a vraiment existé. Mais en tout cas, on parle d'elle parce qu'on lui attribue la restitution des jeux floraux au XVe siècle. Donc, elle aurait existé entre 1450 et 1500. En fait, sur un livre de contes où se trouvait l'argent versé, qui était versé aux poètes pour les aider à rimer, il y avait son nom. C'est pour ça qu'on l'associe comme une bienfaitrice des jeux floraux. Les jeux floraux avaient lieu chaque année, mais malheureusement, à cause de la peste ou des désordres financiers de la ville, il y a des années où ils n'ont pas pu avoir lieu. Et donc, elle manifestait le désir d'assurer cette perpétuité des jeux poétiques et donc verse de l'argent pour qu'ils aient lieu chaque année, à la condition que tout le monde puisse y participer, c'est-à-dire les citoyens et les étrangers, et même les femmes étaient admises à concourir. Elle y tenait, et ça c'est important. Donc on a vraiment cette femme qui est associée à ces jeux floraux, elle est mécène, mais elle sera aussi muse, parce que beaucoup de poètes et d'odes vont parler d'elle. Elle inspire énormément les poésies. Alors, si on en revient à cette sculpture, regardez, elle a cette coiffure à double énin, ce chapeau qui nous fait penser un petit peu au chapeau des contes de fées. En général, les fées ont un seul énin, un simple énin. Ici, il y en a deux, mais c'est une coiffure qui est parfaitement médiévale. Et on va voir un petit peu mieux tout à l'heure, mais elle a aussi les cheveux qui sont enroulés en macarons, comme des tresses enroulées autour des oreilles. Donc là, on est dans une coiffure parfaitement médiévale. Mais son vêtement l'est un petit peu moins. Regardez ce lourd manteau très ample et fluide. Il est tout à fait simple et ça c'est extrêmement moderne de simplifier ses formes pour évacuer toutes les fioritures. On a l'impression finalement un petit peu que l'art nouveau est passé par là, on est au XXe siècle, avec justement ce jeu de rythme et de courbes assez simple et l'esprit floral, cet esprit un peu nature, parce que regardez, elle tient une petite gerbe de fleurs. Regardez, quand on zoome sur son visage, on voit bien ses cheveux, ses tresses, sa coiffure, mais on voit aussi son visage qui est très doux, enfantin, presque timide. Elle a un sourire apaisant et elle regarde vers le bas. Pourquoi, Isabelle? Eh bien, elle regarde vers le bas. Le visuel suivant va nous le dire, parce qu'elle cherche à qui elle pourrait bien décerner ses fleurs. Elle cherche le poète lauréat. Et parce qu'elle était destinée à être en hauteur. Effectivement, voilà. tu as Comme tout à vous fait le voyez. raison. Alors, ce qui est très intéressant, messieurs, dames, sur cette photo, c'est de comprendre que, effectivement, il y a ce piédestal et ce visage penché pour regarder donc en direction du poète à récompenser. Mais ici, tout a changé finalement. Alors, d'abord, où sommes-nous? Nous sommes à Toulouse, place de la Concorde, dans le quartier des Chalets. Et vous avez le projet réalisé. Alors, elle garde la coiffure dont Marthe vient de vous parler, ce double énin, mais la tête est plus penchée encore. Et c'est vrai qu'elle ne porte plus ce grand manteau tel une cape qu'elle avait donc sur la maquette, mais une robe simple et fluide qui n'est pas vraiment médiévale et qui laisse apparaître sa sensualité de femme. Il y a quelque chose de beaucoup plus affirmé également dans son attitude. On a un très joli tombé de la robe et ses formes sont soulignées, le déhanché est marqué. Exit, la petite fille de tout à l'heure. Et au lieu de tenir une gerbe à la main, comme précédemment, elle a une couronne. Alors cette statue, c'est l'histoire d'un sauvetage. Parce que pour la petite histoire, comme toutes les sculptures de bronze de Toulouse, elle a été démontée en 1942 pour être fondue, car toutes les statues de bronze devaient servir à l'effort de guerre. Elle échappe donc à la réquisition, c'est un miracle pour nous. On en est ravis. Et, oui, et elle est remise à son emplacement d'origine en 1949. Cette œuvre a été financée par un pharmacien pour embellir le quartier des Chalets qui était le sien. Et cette œuvre va allier et l'esthétique et le côté pratique, parce qu'elle est la dernière fontaine utilitaire de Toulouse. On a développé tellement le réseau de bornes-fontaines qu'on n'a plus à aller vers une fontaine centrale. Alors en 1909, il y a eu ce concours ouvert aux artistes toulousains et Laporte-Blerzy, lui, eh bien, il va, tout en étant choisi, ne pas
du tout tenir compte des consignes du jury, ni de l'avis des Toulousains. Il n'en fait qu'à sa tête, parce que, vous voyez, ce double Hénin est démesurément grand. Et le visage de Clémence disparaît sous la coiffe. Ça choque les Toulousains et ça choque la critique. Et la critique, donc, ne reconnaît pas là la Clémence légendaire. C'est pour ça qu'en fait, cette statue, on ne va pas l'appeler donc Clémence Isor, mais la poésie romane. Parce que la Clémence Isor n'est pas reconnaissable. Ici, elle est trop moderne et trop différente de l'original à laquelle les Toulousains étaient habitués et justement dont Marthe va nous parler. Et oui, quelle est cette sculpture originale? En fait, on peut dire la première sculpture de Clémence Isor, la statue officielle. Elle est là sous vos yeux. Cette photo, donc en noir et blanc, nous montre une sculpture qui se trouve à l'hôtel d'Acésa. Et en fait, à l'origine, c'est une statue funéraire qui se trouvait dans l'église de la Dorade à Toulouse. Alors, était-elle sur le tombeau de notre Clémence Isor ou est-ce le gisant d'une inconnue? Eh bien, c'est là que la partie complexe de l'histoire débute, cet aspect un peu nébuleux, parce que finalement, c'est très très compliqué de démêler le vrai du faux et de trouver vraiment quel est le fin mot de l'histoire. On a plusieurs théories. En fait, selon un poème du XVIe siècle, eh bien, il est écrit que les Toulousains ont accepté que cette statue qui se trouvait sur le tombeau d'une illustre famille qu'on appelait les Isalguiers soit la sculpture de Clémence Isor. Donc elle a été réemployée, réutilisée pour représenter Clémence Isor, même si à l'origine ce n'était pas le cas. C'était le gisant d'une autre personne. Mais plus tard, d'autres théories vont affirmer qu'il y avait vraiment une dame toulousaine qui était la descendante d'une famille qu'on appelait les Isorès et qu'on aurait érigé une statue à son honneur pour la placer dans l'église de la Dorade. Donc on ne sait pas vraiment en fait quelle est l'origine de cette sculpture, mais ce qu'on sait, c'est que ce gisant date du XIVe siècle. Et notre Clémence Isor, comme on vous l'a dit, c'est un personnage du XVe siècle. Donc cette sculpture est antérieure à notre personnage. Donc finalement, on l'a réutilisée. Est-ce que c'est pour lui rendre hommage ou est-ce que c'est pour donner naissance à un mythe? C'est ça qu'on ne sait pas. Voilà. La question reste posée. Exactement. Parce que Clémence Isor, c'est vraiment la création d'un mythe, peut-être, on se demande, parce qu'aucun document officiel ne parle vraiment d'elle. Ni les cadastres, ni les registres d'impôts, ni les notaires ne peuvent justifier de son existence. Après, il faut savoir qu'il y a eu un terrible incendie en 1463 qui ravage les 2/3 de la ville. Donc beaucoup de documents ont été perdus à la suite de cet incendie. Et en fait, on parle de Clémence Isor parce qu'on a écho de son testament. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout où se trouve ce testament, mais beaucoup de personnes en ont parlé, où elle évoquait cette dernière volonté. Et ce testament a été copié, puis gravé sur une plaque de bronze placée sous sa statue. Regardez, vous voyez sur le socle, il y a une plaque de bronze avec les extraits de ce fameux testament. Donc on ne sait pas vraiment qui l'a copié, qui a trouvé ce testament. C'est là que c'est très très flou. Et dès le XVIIIe siècle, il y a deux clans, les clémencistes et les anti-clémencistes, parce qu'on remet en question son existence. Mais quoi qu'il en soit, comme on l'avait dit en introduction, on a trouvé quand même son nom sur le registre des comptes municipaux de la ville de Toulouse. Donc on sait qu'il y a une bienfaitrice qui portait ce nom-là, en tout cas, voilà. C'est certain. Mais après, jusqu'où a-t-elle été impliquée dans les Jeux floraux? On ne sait pas. Oui, alors regardons bien cette fameuse sculpture, cette toute première représentation énigmatique qui donc daterait du XIVe siècle. Alors, à l'origine, en fait, sachez que c'est un gisant, c'est-à-dire une statue couchée, et qu'elle était donc à la Dorade, comme Marthe vous l'a dit. Puis on sait qu'elle va partir au Capitole, dans la salle de réunion des Capitouls, où se tenait justement la cérémonie des Jeux floraux. Et une fois qu'elle est au Capitole, on la met debout, on la redresse et elle a donc un curieux aspect, certainement parce que justement, elle n'était pas faite pour être debout. Il se trouve qu'au XVIIe siècle, elle est quelque peu recomposée, on est en 1627, et un sculpteur toulousain qui s'appelle Pierre Affre, va la blanchir, va lui couper les bras, qui sont mal faits, et va en ajouter d'autres en marbre. Il va lui retirer le lion qu'elle avait à ses pieds, et il va également retirer le chapelet de ses mains et placer dans sa main droite un bouquet de 4 églantines dorées. Enfin, au XIXe siècle, elle est placée à l'hôtel d'Acésa, et aujourd'hui, elle est dans la grande salle du rez-de-chaussée, qu'on nomme la salle Clémence Isor, où les assemblées de toutes les sociétés savantes se réunissent.
Et cet hôtel d'Acésa héberge aujourd'hui donc des académies, des sociétés savantes pour la médecine, pour la géographie, hein, des sociétés véritablement très anciennes. Oui, donc c'est vraiment une sculpture qui a été transformée, modifiée à maintes reprises et même déplacée. Tout à fait. Mais en fait, c'est une sculpture, donc on vous l'a dit, qui est considérée comme la première représentation de Clémence Isor, donc l'image que les Toulousains ont d'elle, et elle va inspirer d'autres sculpteurs qui vont réaliser par la suite d'autres représentations, comme c'est le cas ici, où Julie Charpentier propose ce buste réalisé d'après la sculpture dont on vient de parler. Alors Julie Charpentier, elle a grandi au Louvre dans son enfance parce qu'elle y habitait. Son père était graveur et on pouvait loger et habiter au Louvre. Elle a été l'élève d'un grand sculpteur qui s'appelait Pajou, mais c'est surtout une artiste précoce qui se forme elle-même, elle est autodidacte. Elle répondra à beaucoup de commandes de l'État et réalise des œuvres à caractère commémoratif, essentiellement, mais elle est très peu connue du grand public. En tout cas, ici on retrouve sur ce buste dont elle s'est inspirée tous les éléments médiévaux. Regardez son vêtement. On a le voile et puis on a ce fermail ou cette broche plutôt qui resserre son tissu, ce qui permet de jouer avec les plis et qui est enrichi d'une image de la Vierge. Et on a la coiffure, encore une fois, très médiévale avec ces deux macarons qu'on voit très bien, ces chignons sur les oreilles à la manière d'une Leila de Star Wars finalement, une coiffure qu'on retrouve beaucoup encore aujourd'hui. Et on a donc ce voile par-dessus, cette coiffure. Donc on a cette image très très médiévale ici. Et ce qui est particulièrement magnifique dans cette sculpture et ce qui fait la singularité de cette œuvre, c'est la manière dont Julie Charpentier réalise les plis du voile et des vêtements. Elle sculpte un marbre très très dur et elle arrive à nous faire ressentir la finesse du tissu. Regardez tous ces plis qui se multiplient sous son cou. On a vraiment l'impression qu'on a quelque chose d'extrêmement fin ici. Et ça, c'est très très beau et très habile de la part de Julie Charpentier. Alors, elle est posée sur un socle où se trouve la lyre du poète, parce que les poètes étaient accompagnés de musique, et la lyre est entourée de plusieurs fleurs qui représentent ces fameux trophées qui étaient décernés aux poètes selon les différentes catégories du concours. Il y avait le souci, l'églantine, le lys, l'amarante et la violette. Par exemple, la violette était décernée au meilleur poème, mais l'églantine récompensait les sonnets, et le lys, lui, était remis aux meilleurs hymnes dédiés à la Vierge. Donc il y avait plusieurs catégories dans ce concours. En tout cas, vous avez ici un bel exemple de ce qu'on appelle la sculpture troubadour, c'est-à-dire sculpter au XIXe siècle des œuvres qui rappellent l'esthétisme du Moyen-Âge. Donc là, on l'a vu avec le vêtement, mais les valeurs aussi. On a envie de revenir aux valeurs du Moyen-Âge. On sculpte ici un personnage qui date du XVe siècle. Et Julie Charpentier réalisait beaucoup d'œuvres dans cet esprit-là, troubadour. On remarque aussi dans ses yeux qu'il n'y a pas d'iris, ce qui accentue le caractère funéraire de l'œuvre, mais qui nous donne aussi une impression de recueillement intérieur. Elle est comme absente, son regard est vide, mais tout ça est propice à la méditation. Donc c'est assez intéressant de la regarder de ce point de vue-là. Et sachez que c'est l'État qui a commandé cette œuvre à Julie Charpentier. À la base, elle devait être installée à l'église de la Dorade, là où on bénit les trophées, mais elle n'a jamais pris place à cet endroit-là, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais ce qui est intéressant de savoir et même important, c'est que Julie Charpentier est une des rares femmes à la fin du XIXe siècle à s'être aventurée dans une carrière de sculptrice. À cause de poids des conventions, on considérait que la sculpture était réservée aux hommes parce que c'était très dur, que ça nécessite un effort physique. Donc il y a peu de femmes sculptrices dans cette société-là au XIXe siècle, mais il y a aussi Félicie de Fauveau, dont va vous parler Isabelle, justement. Ces deux femmes sont importantes. Tout à fait. Alors, on va continuer donc avec cette autre femme sculptrice qui, en 1845, réalise cette maquette pour un monument à Clémence Isor, instituant les Jeux floraux. Donc ici, il s'agit d'un plâtre. Sa hauteur est d'à peu près 50 cm, pour vous donner une idée. Et on a ici une sculptrice qui va faire parler d'elle. Alors, en fait, pour parler de Félicie de Fauveau, c'est intéressant de dire que sa famille s'était installée en Italie un petit peu avant la Révolution française. Et puis, au moment de la Restauration, dans les années 1814, la famille donc de Fauveau, ruinée par de mauvais placements, rentre en France. Alors, à la mort de son père, Félicie va donc s'engager dans une carrière artistique pour subvenir aux besoins de sa famille. Et sa vie va être des plus aventureuses. Ah oui, c'est sûr. Elle va fréquenter le salon de la duchesse de Berry et elle va lutter pour le retour de la monarchie.
en participant notamment à l'insurrection vendéenne en 1832. Alors, c'est vrai que suite à cet engagement, eh bien, elle sera condamnée à perpétuité, elle fera 8 mois de prison et choisira l'exil en Italie, à Florence, où elle restera jusqu'à sa mort. Elle va réaliser là-bas beaucoup d'œuvres, donc qu'elle enverra en France. Son art, on peut dire qu'il est contre-révolutionnaire, puisqu'elle choisira une fidélité au Moyen-Âge. Alors, pour parler encore un petit peu d'elle, disons que cette femme était extrêmement originale. Elle s'habillait en homme, elle portait une redingote et les cheveux coupés courts pour affirmer certainement et revendiquer son indépendance et ses goûts masculins. Donc, voyez son engagement politique dont j'ai parlé, et on l'a surnommée, je me souviens, l'Amazone de la sculpture. Ouais. Ça nous permet d'avoir une image un peu du caractère de cette femme. Tout à fait. Alors, il faut savoir aussi qu'elle écrivait, qu'elle était historienne et qu'elle aimait donc passionnément le Moyen-Âge. Donc, elle est vraiment une représentante de ce qu'on appelle le gothique troubadour, avec Julie Charpentier dont vous a parlé Marthe tout à l'heure. Alors ici, cette œuvre, c'est un plâtre qui évoque vraiment l'univers littéraire et poétique du Moyen-Âge. Donc, une œuvre qui, si on regarde dans les détails, compte encore quelques traces de peinture colorée. Alors, c'est une œuvre qui propose des éléments de l'architecture du Moyen-Âge. Vous voyez, à la base, ce piédestal et puis donc ces petites colonnes. Ce socle vous propose comme un chapiteau donc qu'on pourrait placer dans un cloître du Moyen-Âge. Mais il y a aussi les costumes des personnages qui sont médiévaux. Alors, Clémence est assise et penchée comme courbée. Elle domine de minuscules troubadours. Et vous avez également son regard qui est dirigé vers justement ce petit tableau religieux que l'on appelle un triptyque et dont la forme est ogivale. On comprend qu'elle inspire les poètes et c'est vrai qu'elle est l'allégorie de la poésie. Les poètes ont un désir profond. Ils veulent fonder des tournois lyriques en l'honneur de la Vierge Marie. Et c'est vrai que regardez comme ils s'accrochent à elle, telle à une vierge et au long manteau d'une vierge, au long manteau protecteur. Alors cette maquette fut remise au conseil municipal de Toulouse, mais à la demande du conseiller municipal, l'œuvre en grandeur réelle n'a jamais été réalisée. Donc on n'a que cette maquette. Alors en fait, on ne connaît pas véritablement les raisons qui font que cette œuvre n'a pas été réalisée grandeur nature. Des raisons financières peut-être. En tout cas, c'est important de dire que Félicie était célèbre pour son engagement légitimiste tapageur. Elle était très engagée politiquement et que peut-être ça n'a pas plu. Oui, c'est possible, c'est possible. Alors, on va vous montrer à présent une œuvre peinte qui n'est pas au musée des Augustins, mais ça nous intéresse aussi de voir comment elle est représentée en peinture également. Alors là, vous avez donc l'apparition de Clémence Isor au poète toulousain, qui est une œuvre réalisée par Henri Martin. Elle se trouve au Capitole de Toulouse, mais sachez qu'il y a des œuvres d'Henri Martin au musée également, qui est un peintre toulousain, Henri Martin, un peintre post-impressionniste, et il est vraiment dans le divisionnisme de la touche. Regardez cette touche qui est courte, qui est parallèle, qui est séparée, mais surtout ce qui est caractéristique du peintre, c'est cette atmosphère diffuse, ce chromatisme un petit peu idéalisé qui est propice au rêve. C'est le mauve en fait de ce tableau qui appartient vraiment au courant symboliste, cette idée de rappeler le rêve, un petit peu le côté finalement onirique. Et l'ambiance de la forêt secrète aussi, accentue un petit peu le mystère de ce tableau. Alors vous avez une Clémence Isor qui est tout en blanc à droite, regardez, elle est toute vêtue de blanc avec ce diadème de violette autour de la tête. Elle est en blanc comme une vierge parce qu'elle est très souvent comparée à une vierge. On vient de le voir dans la maquette tout à l'heure où les troubadours s'accrochaient à elle comme un manteau d'une vierge. Oui. Isabelle vous en a parlé. Vrai, oui. Et bien là, on a cette idée de blanc et de personne immaculée parce que sa vie était une vie de célibat et on lui associe cette idée de virginité parce qu'on raconte que celui qui devait être son futur mari meurt au combat et que depuis Clémence Isor demeura vierge et ne se maria jamais. Et le nom de dame d'ailleurs est souvent réservé aux veuves. Et ce qui peut expliquer le legs qu'elle fait à la ville, parce que comme elle est veuve, elle n'a pas d'enfant et elle n'a rien à transmettre, donc elle donne tout son argent à la ville pour les jeux floraux.
Donc elle se trouve dans ce bois sacré. Il y a donc des troubadours qui sont à ses pieds, qui sont pétris de dévotion devant elle, et elle tend une charte, c'est la charte de poésie. Donc on a cette idée de pureté et cette idée de poésie aussi avec les muses qui se trouvent derrière elle. Et sur le côté, vous avez une sculpture toute petite qui est une statue de Palladia Tolosa. C'est la protectrice de la ville de Toulouse depuis l'époque romaine. Elle fait référence à la célèbre Pallas Athéna. Voilà, donc vous avez cette dame médiévale par excellence, tout en poésie dans ce tableau réalisé par Henri Martin. Alors, nous poursuivons en revenant à la sculpture, si vous le voulez bien, avec une œuvre réalisée par le grand sculpteur Griffoul d'Orval, qui donc ici eh bien, nous propose une Clémence donc debout, de face, accoudée à sa lyre. Il s'agit également ici d'une statuette en plâtre d'environ 50 cm de hauteur. Alors, la main gauche de Clémence donc s'appuie contre un tronc d'arbre coupé horizontalement, vous le voyez. Et sa tête est penchée légèrement à gauche, ses cheveux sont dénoués avec souplesse et sa tête est ceinte d'une couronne de laurier. Donc, rappelons que si le poète est lauréat, c'est qu'il a une couronne de laurier donc autour de la tête. Alors, vous avez cet ample vêtement qui est ceinturé mais en taille basse, avec quelque chose qui semble rouler sur le bas du ventre. Elle est sage, cette Clémence. Regardez ses bras pudiquement croisés et son vêtement est très couvrant. Autour de son cou, on distingue un crucifix. Elle est rêveuse. On imagine qu'elle est toute seule dans un jardin un peu humide, loin du monde. Et c'est vrai que sa rêverie l'amène dans une réalité qui n'est pas la nôtre et qui a inspiré les poètes. Elle est un peu lascive, presque désabusée ou ennuyée, en tout cas un romantique dans son état d'âme. Le sculpteur, lui, donc Griffoul d'Orval, va participer au renouveau de l'école toulousaine de sculpture. Celle qui était menée notamment par le grand Falguière, qu'on connaît un peu plus. Si Griffoul d'Orval donc est connu, c'est parce que sur la place du Puy, il y a deux beaux griffons et également le médaillon du général Dupuy qu'il a donc réalisé. Mais cependant, sa sculpture la plus célèbre, c'est celle donc de Riquet, l'auteur du Canal du Midi, donc en haut des allées Jean Jaurès. Alors, il y a beaucoup d'œuvres de Griffoul d'Orval qui sont conservées notamment au musée des Augustins. Mais si on revient à notre statuette que vous avez devant les yeux, eh bien, ce projet n'a pas été réalisé. En général, encore une fois, quand les sculpteurs, c'est vrai, mais on a de la chance parce que quand les sculptures n'étaient pas retenues, quand elles n'étaient pas traduites en bronze ou en marbre, elles étaient donc en général détruites immédiatement. Donc ici, c'est une rescapée et on a sauvé sa grâce. On ne va pas s'en plaindre. Oui, tout à fait. Alors, vous avez une sculpture qui est assez similaire, donc vous avez bien celle-ci en tête. Eh bien, regardez celle-là à présent réalisée par Préau, Antoine-Augustin Préau, en 1844. C'est une statuette qui est en plâtre patiné. En fait, c'est une commande. À la base, on a commandé donc un ensemble de statues monumentales pour décorer les jardins du Luxembourg à Paris et pour représenter eh bien, les reines de France et les femmes illustres. Donc là, on avait cette volonté donc de mettre à l'honneur les femmes avec un ensemble de statues monumentales et Clémence Isor en faisait partie. C'est dire l'importance de cette figure toulousaine qui allait jusqu'à Paris. Donc là, vous avez dans cette maquette, dans cette statuette, une attitude un peu alanguie, nonchalante, une jeune femme rêveuse, un petit peu comme on l'avait avec l'autre, mais même si elle est proche de la version de Griffoul d'Orval, ici, elle est encore plus hanchée, voire désabusée. Regardez, elle lève son bras comme si elle était offerte et elle soutient mollement sa tête. Alors que dans celle de Griffoul d'Orval, ses deux bras étaient ramenés chastement sur le devant. Elle est un peu plus sensuelle ici. Et puis regardez son pendentif. Tout à l'heure, on avait une croix. Ici, on a plutôt un pendentif très graphique qui vient creuser sa poitrine. L'idée de la religion ici est évacuée. On a plus envie de nous parler d'une femme sensuelle, à la taille serrée, aux hanches dégagées, aux formes voluptueuses. Et regardez comment ces plis très lourds lui donnent aussi beaucoup d'inertie.
Préau était un romantique, il était amoureux du corps de la femme et donc avait envie de représenter une Clémence Isaure, un peu pour aussi utiliser ce prétexte-là et nous parler d'une femme avec des belles formes généreuses. Seul subsiste quand même le laurier qui rappelle sa fonction et qui rappelle le poète qu'elle est récompensée. Oui, alors il faut savoir, ça c'est très intéressant, que cette sculpture a servi donc pour réaliser un bronze qui est de la même taille que l'œuvre dont Marthe vient de vous parler, donc à peu près 70 cm de hauteur. Et vous avez ici bien, une œuvre qui appartient au musée du Louvre. Cette œuvre que vous avez à gauche sur l'écran, bien, elle est au Louvre et c'est une magnifique version réalisée par un certain Thibaut qui était le fondeur. Alors, vous avez cet effet coulé qui donne à la matière donc douceur et souplesse, et c'est une sensualité d'autant plus accrue. Mais sur la droite de votre écran, vous avez l'œuvre achevée, la sculpture monumentale, qui est localisée, Marthe vous l'a dit, au Jardin du Luxembourg. Vous voyez qu'ici, elle retrouve son crucifix sur sa poitrine et elle a un visage aux traits moins menus, plus masculin, parce qu'elle est destinée à être vue de loin. En fait, il faut savoir qu'elle est de très grande taille, elle fait environ 2,50 mètres. Donc ici, le résultat est dénué du maniérisme qu'elle avait dans un format plus petit. Alors pour conclure à présent, parce que nous avons terminé avec nos visuels et nos œuvres du musée ou de l'extérieur quand on se permet quelques ouvertures, on aimerait vous montrer un dernier visuel pour vous faire comprendre quelque chose d'important. C'est vrai parce que dans ce visuel, vous comprenez que les jeux floraux et ce concours continuent encore. D'ailleurs, au premier plan, vous avez les trophées en forme de fleurs qui seront décernés aux lauréats de l'année. Et à l'arrière-plan, notez la fameuse statue, la toute première, celle du XIVe siècle, dont nous vous avons parlé. Alors, et les poésies sont en français maintenant, de manière générale, mais il y a quelques catégories du concours qui récompensent les poésies occitanes aussi. Encore oui, c'est vrai. C'est vrai que depuis près de 7 siècles, on entend promouvoir la poésie, donc occitane, sous toutes ses formes, et d'une manière plus générale, la littérature occitane, voire tout simplement, je dirais, la langue occitane. Alors, on revient vers vous pour conclure ou terminer notre conclusion et parler à nouveau de notre Clémence Isaure. C'est intéressant de se dire en fait que quand il y a un vide biographique, comme c'est le cas avec Clémence Isaure, c'est très facile de construire une légende. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Évidemment, on a bien parlé d'une femme qui s'appelait peut-être Clémence, où il y a un lien avec les jeux floraux, mais on ne sait pas jusqu'où elle a été investie dans ces jeux floraux. Et donc, on a pu construire beaucoup de choses et c'est difficile aujourd'hui de démêler le vrai du faux. Et les discussions sont encore ouvertes, parfois tumultueuses. Personne n'est vraiment d'accord sur son existence ou sur ce qui est un petit peu exagéré. Mais ce qui est très intéressant de se dire, c'est que si c'est un mythe en histoire, sachez qu'elle est bien une réalité en art. On l'a vu en sculpture, elle est très représentée, elle existe. Et même en littérature, on parle beaucoup d'elle parce que les poètes écrivaient sur elle. Elle est présente dans les poésies et les odes qui sont réalisées depuis le Moyen-Âge. Donc elle existe bien en histoire de l'art, ça c'est certain. Donc elle existe en art, mais c'est vrai aussi qu'il faut se dire que c'est au XIXe siècle que ces représentations explosent vraiment. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans notre conférence, à l'exception de ce gisant du XIVe siècle, on s'est bien rendu compte que c'était vraiment au XIXe. Alors pourquoi cette floraison au XIXe siècle? Alors on peut tenter d'avancer quelques raisons. Une première raison, c'est peut-être cet engouement pour ce mouvement qu'on appelle le gothique troubadour, qui fait renaître le Moyen-Âge avec un goût vraiment pour les valeurs et pour l'esthétisme du Moyen-Âge. Et on peut dire également que si elle revient, c'est qu'elle est un sujet consensuel. À une époque pleine de révolutions, en fait, est une époque où l'on rejette les représentations religieuses ou les représentations des rois, elle ne fait pas du tout polémique. Au contraire, elle fait du bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a cessé de la représenter, mais peut-être qu'un jour, elle reviendra encore. On ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette conférence, d'avoir découvert un petit peu avec nous cette figure énigmatique, mais emblématique de Toulouse. Et essentielle à Toulouse. Essentielle, notre Clémence Isaure. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine conférence. À bientôt.